Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc je m'appelle Jacques Dellet de l'entreprise Nataris et on va parler de filtration d'eau pendant quelques instants. Donc je représente l'entreprise Nataris. Nataris, c'est une entreprise qui est située dans le 44 entre Redon et Savenay, qui existe depuis 2007 et on est toute une équipe à avoir travaillé donc depuis le début sur la qualité d'une eau idéale à boire et à consommer, filtrée par osmose inverse et revitalisée. Donc avec un procédé qu'on a nous-mêmes fait industrialiser en France et qu'on propose dans nos équipements. Alors pour ça, on va s'intéresser à la qualité de l'eau. Donc une eau de qualité, c'est essentiel. Pour bien comprendre l'importance de l'eau, on va repartir du rôle de l'eau. Donc on est composé essentiellement d'eau, 70%. J'aime souvent dire aussi que 99% des molécules qui composent nos cellules sont de l'eau. On a tendance à l'oublier, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est très important. Et une recommandation de l'OMS qui dit qu'on doit boire entre 1,5 litre à 3 litres d'eau par jour. En réalité, ça comprend également toute l'eau qui est dans le bol alimentaire ou dans les préparations, les tisanes, les infusions, les boissons et même dans le pain. Pour des gens qui mangent du pain, dans le pain, il y a de l'eau. Ça peut paraître beaucoup, finalement ça va dépendre aussi de l'activité physique qu'on a, de la période de la saison et puis notre mode de vie. Mais c'est 1,5 litre à 3 litres, finalement ils sont essentiels pour 3 rôles qui sont les suivants. C'est de favoriser le transport des éléments indispensables au niveau des cellules. Donc il y a bien un rôle de transport et d'acheminement. Il y a un rôle aussi d'élimination des déchets. Et on le voit bien, suivant ce qu'on mange ou suivant ce qu'on va boire, l'urine peut avoir une couleur et une odeur différentes. Donc il y a bien un rôle d'élimination. Et puis il y a aussi un rôle dans la régulation de la température. Quand on a compris ces 3 rôles, on se dit finalement, quand je bois un verre d'eau, bon, il y a une finalité d'hydratation, mais la fonction première, c'est avant tout d'assurer des échanges et d'éliminer. Et ça, c'est important parce que on va mieux comprendre cet aspect sur les minéraux. C'est souvent une question qui nous est posée. Souvent les gens me disent, mais alors finalement l'eau doit être peu minéralisée. Eh bien effectivement, sur les minéraux, ce qu'on sait, c'est que l'homme assimile essentiellement les minéraux lorsqu'ils sont contenus dans le bol alimentaire, dans les fruits et les légumes, et peu dans l'eau. On a une autre manière de l'expliquer, on a le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Nous, on fait partie du règne animal, c'est pour ça qu'on va consommer des fruits et des légumes qui, eux, grâce à leurs racines et les atomes de carbone vont les rendre sous forme chélatée. Donc on dit qu'ils sont sous forme organique, donc ils prennent du calcium sous forme minérale, ils l'associent à des atomes de carbone et ce calcium sous forme organique ou chélatée est assimilable pour le règne animal. Et au final, on assimile au moins 80% des oligo-éléments lorsqu'ils sont contenus dans l'alimentation et l'eau, on a entre 10 à 20%. Ça ne veut pas dire qu'on ne les assimile pas dans l'eau, mais ça veut dire que si on n'assimile pas tous les minéraux qui sont contenus dans l'eau, après, c'est nos filtres, nos reins qui vont fatiguer, qui vont devoir les éliminer. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une notion qui est importante. Bien retenir que l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Ce que je vous propose, c'est de regarder effectivement la qualité d'eau qu'on va consommer. On voit bien que, et de plus en plus, les gens font attention à l'alimentation, mais on passe complètement à côté de cette notion d'hydratation, de boisson. Donc pour ça, on va s'intéresser à la qualité de l'eau qu'on boit. Donc je bois et je consomme dans un premier temps de l'eau du robinet. Alors déjà, on parle de quelle eau? L'eau du robinet, c'est une eau, à la base l'eau de pluie qui va tomber sur le sol, s'infiltrer, former des nappes phréatiques de profondeur ou de surface. Et cette eau va être pompée, acheminée dans des châteaux d'eau et va être distribuée dans le réseau d'eau publique. Voilà. Donc c'est une eau pour laquelle il y a 70 paramètres qui sont précisés dans un arrêté du 11 janvier 2007, donc c'est assez précis. Sur ces 70 paramètres, il y a une grande partie qui concerne l'acidité, donc le pH de l'eau, les chlorures, les sulfates, la minéralité, le calcium, le magnésium. On a aussi, pour les molécules chimiques, uniquement la famille des pesticides. Et puis après, on a des bactéries pathogènes pour lesquelles on ne doit pas les rencontrer dans l'eau du robinet. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'à partir du château d'eau, l'eau va être traitée, notamment soit par chlore ou ozone, pour pouvoir délivrer une eau sans absence de bactéries. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne en France, sur le réseau d'eau, on a à peu près entre 20 et 25% de perte d'eau. Ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est peu au final. Ça veut dire qu'il y a des canalisations qui ne sont pas toujours étanches, d'autres qui sont vétustes. Et il ne faut pas oublier que souvent les tranchées dans lesquelles les canalisations se situent, c'est souvent les tranchées dans lesquelles on a aussi les canalisations de tout à l'égout.
Et si vous avez des fuites d'eau sur le réseau d'eau public, vous avez aussi des fuites d'eau, malheureusement, sur les canalisations du tout à l'égout. Donc ça veut dire que de temps en temps, en fonction des périodes de la pluviométrie au cours de l'année, on peut avoir vraiment des fuites d'eau et des pollutions croisées dans les canalisations. Donc heureusement que les services d'eau mettre du chlore dans l'eau. Alors cette eau, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu de nombreuses études qui ont été réalisées, tout a été dit, j'aurais tendance à dire, et notamment des études qui ont été réalisées par des associations comme Que Choisir, 60 millions de consommateurs, ou dernièrement, au mois de mai 2020, par Génération Future, qui mettent un petit peu l'ARS devant des incohérences. Puisqu'on a aujourd'hui dans l'eau du robinet un certain nombre de polluants. Alors pour reprendre une étude qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité, qui avait été réalisée par 60 millions de consommateurs il y a déjà une dizaine d'années, ils avaient fait des prélèvements sur l'eau du robinet, donc sur différentes villes situées en Bretagne. Et je vais en prendre qu'une, je vais prendre celle de Rennes, où ils avaient retrouvé un pesticide qu'on n'utilise plus sur le maïs depuis pratiquement maintenant près de 30 ans, qui s'appelle l'atrazine, et qui est encore bien présent dans l'eau du réseau. Certains scientifiques estiment même qu'on devrait en retrouver pendant au moins 400 ans. Alors je ne sais pas si c'est 400, 200 ou 500 ou 300, mais ça veut dire que c'est des molécules qui sont très stables et qui vont rester pendant des décennies dans l'eau du robinet. Génération Future a fait, dans son dernier rapport, une liste exhaustive des différents micropolluants qu'on serait susceptible de retrouver dans l'eau du robinet. On estime, enfin Génération Future a fait une liste assez précise de 1000 micropolluants. Voilà. Donc il y a des traces de médicaments, il y a des traces de pollution accidentelle, pollution agricole, pollution industrielle, les déchetteries aussi, et puis bien sûr tous les médicaments. Alors souvent il y a des gens qui disent mais c'est pas possible, les médicaments, forcément on doit en avoir peu dans l'eau du robinet, mais non finalement si l'un d'entre nous a un mal de tête et souhaite prendre un Doliprane, le paracétamol qui constitue le Doliprane ne va pas être stocké indéfiniment dans les muscles et les graisses. Ça va être rejeté par les urines, les eaux usées. Les eaux usées, stations de traitement. Et stations de traitement, c'est des polluants qui sont tellement petits qui sont rejetés dans les effluents. Et quand bien même s'ils étaient retenus sur les boues qui servent à donc lorsqu'on traite les eaux vannes, les eaux de tout à l'égout, ces boues sont traitées, séchées et ensuite répandues sur des terres agricoles et donc on recontaminerait de toute façon les nappes phréatiques. Alors après, autre solution dont je dispose, c'est je bois et je consomme de l'eau en bouteilles préemballées plastique. Alors c'est des bouteilles à usage unique, c'est souvent des eaux qui, pour certaines, peuvent être assez riches en minéraux. D'ailleurs, je vais juste faire une petite précision entre le terme eau de source et eau minérale. Une eau minérale, c'est une eau qui, quelles que soient les conditions pédoclimatiques, a toujours sa teneur en minéraux stable. C'est l'inverse pour les eaux de source. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces eaux, aujourd'hui, elles contiennent effectivement certains résidus médicamenteux également. Alors toutes les eaux n'ont pas les mêmes périmètres de protection au niveau des zones de captage, mais petit à petit on commence à avoir un début de pollution pour certaines eaux. Et puis au final le consommateur a beaucoup de mal à savoir, à avoir des critères objectifs pour choisir l'eau. Alors ce qui est important lorsqu'on achète de l'eau en bouteille, c'est de regarder ce qu'il y a dans cette eau. Et c'est ce qu'on appelle le taux de résidus à sec ou l'extrait sec, qui va s'exprimer en milligrammes par litre ou en ppm. Là, ça correspond à quoi? Finalement, simplement, on pourrait tous prendre une casserole dans laquelle on met 1 litre d'eau. On fait chauffer cette eau jusqu'à ébullition, jusqu'à temps que toute l'eau s'évapore. Et on va récupérer une petite masse de poussière blanche dans le fond de la casserole, qui va s'exprimer en milligrammes ou en ppm, qui va être à 95, 96, 97% des minéraux. Et puis le reste, ça peut être des traces de métaux lourds et puis d'éléments indésirables comme des polluants d'origine chimique. Alors ce chiffre, vous allez voir qu'il peut fluctuer. Là, j'ai mis l'étiquette d'Evian, qui est une des eaux les plus connues partout dans le monde, où là, quand on regarde sa composition, on est à 345 mg. Vous avez Epar qui est à peu près à 2400, Contrex 2100, vous avez Monroucous qui est à 18, puis vous avez des eaux comme la plupart des eaux cristallines qui va entre 140 voire 380, 400 mg. Et on voit bien qu'on a des disparités. J'ai mis cette notion d'eau idéale avec un TDS inférieur à 50 mg, ça veut dire un résidu sec inférieur à 50 mg. Ce n'est pas un hasard. Cette notion, c'est une notion qui a été mise en évidence par
un ingénieur hydrologue qui s'appelait Louis-Claude Vincent. Donc on est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il a une casquette aussi de médecine parce qu'il a fait des études de médecine et il va être mandaté par le ministère de la Santé pour déterminer les eaux à capter pour alimenter les 40 plus grandes villes en France. Et avec ses assistants, il fait des milliers d'analyses et au final, il se rend compte, pour quelques années d'espérance de vie, puisqu'à l'époque, les gens naissaient, vivaient, mouraient pratiquement dans la commune ou le canton. Donc c'était assez représentatif. Donc pour quelques années d'espérance de vie en plus, ces quelques années-là étaient directement liées à la faible minéralité de l'eau et à la légère acidité de l'eau. Autrement dit, Louis-Claude Vincent estimait qu'une eau était vraiment intéressante à consommer si elle était légèrement acide, donc avec un pH inférieur à 7, compris entre 6 et 6,5. Une eau faiblement minéralisée, souhaitable moins de 100, idéal moins de 50 mg. Et ça, c'est vraiment une notion qui est intéressante à retenir. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui une notion qui est aussi enseignée dans les écoles de naturopathie. C'est aussi pour cette raison qu'on conseille pour les nourrissons des eaux peu minéralisées, parce que l'eau va vraiment assurer un rôle d'échange et non pas d'encrasser l'organisme. Voilà. Qu'est-ce qui me reste comme solution? J'ai la solution de l'eau filtrée. Donc j'ai mis dans cette image de carafe filtrante que tout le monde connaît. On a tous vu ou on a tous eu à un moment donné cette carafe sur la table. C'est ce qu'on appelle de la filtration par charbon actif. Alors plus ou moins élaboré, là c'est l'image de la carafe, on pourrait imaginer d'avoir des gros filtres à charbon actif en amont à l'arrivée générale de la maison, sous l'évier, sur évier, sur le robinet, c'est la même technique. Le charbon actif, c'est la fibre de noix de coco. Vous avez en Asie donc la noix de coco, la culture de la coco. Il y a une grosse industrie alimentaire pour la chair et les coques sont utilisées par une industrie qui travaille dans le domaine de l'eau. Voilà, donc c'est des coques qui sont broyées, défibrées, chauffées à très très haute température et surtout à très très forte pression. Et ça lui confère une certaine propriété lorsqu'on va mettre ce filtre, donc ces cartouches de filtre à charbon actif en contact avec l'eau, certains polluants, en fonction de leur poids moléculaire, vont venir se coller sur les grains de charbon actif. Donc le principe, il est assez simple. On prend un litre d'eau, vous le versez dans l'eau de la carafe, l'eau passe au contact de la cartouche charbon actif et on obtient un litre d'eau filtrée. Et donc, en fonction du poids moléculaire, certains polluants vont venir se coller sur les grains de charbon actif, les plus légers en premier, les un peu plus gros ensuite, et puis les beaucoup plus gros par la suite, enfin à la fin. Et en faisant toujours un petit peu, en essayant de se mettre dans le maximum au niveau des interstices. Et finalement, cette propriété d'adsorption, donc on parle bien ADS et non pas absorption, adsorption, ça confère au charbon actif le fait que ça puisse relarguer des éléments qui vont être retenus pendant la filtration de l'eau. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça filtre essentiellement le goût, les odeurs. Par contre, effectivement, par rapport à la propriété d'adsorption, ça va entraîner des relargages de contaminants et de polluants dans l'eau du robinet, sans savoir finalement, véritablement, à quel moment je dois changer ma cartouche de charbon actif. C'est ça la grosse difficulté. Par contre, si on a une attente d'aller plus loin sur des polluants chimiques et notamment des métaux lourds, il faut passer à un autre procédé. Alors chez Nataris, lorsque l'entreprise a été créée en 2007, on est reparti d'une feuille blanche. Finalement, on a observé ce qui se passait dans différents pays et les différents systèmes de filtration qu'on pouvait trouver. Et on a trouvé une technique qui s'appelle l'osmose inverse, qui est aujourd'hui le système de filtration, enfin de purification et de filtration de l'eau le plus efficace. En réalité, l'osmose inverse, c'est le nom qu'on a donné à un ensemble, à un assemblage de différents éléments de filtration et une membrane dont on va parler tout à l'heure, et qui va permettre à l'eau de se débarrasser au maximum des polluants. La notion d'osmose, on peut la visualiser de cette manière. On prend un récipient qu'on va séparer par une membrane semi-perméable. D'un côté, on va mettre de l'eau de pluie et de l'autre côté, de l'eau salée, de l'eau de mer. Et avec deux quantités d'eau égales, et on va regarder ce qui va se passer. Finalement, on a une migration de l'eau de pluie vers l'eau de mer, donc l'eau de pluie diminue et l'eau de mer augmente. Pourquoi? Parce que l'eau va chercher à diluer le taux de sel important de l'eau de mer. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'osmose
par juste un échange, une migration de l'eau. Et on va avoir un niveau d'équilibre entre les deux solutions et qui va être atteint par ce qu'on appelle la pression osmotique. Nous, on fait l'inverse. On va d'une eau salée, donc une eau polluée, l'eau du réseau, pour aller vers une eau pure. Donc on va à l'inverse du phénomène d'osmose. Alors pour ça, on va utiliser une membrane à osmose inverse. Là, je vous en montre une. C'est une membrane utilisée couramment dans des appareils domestiques. Donc cette membrane, c'est en réalité un enroulement d'un tissu membranaire qui est très faiblement perméable. À travers, si je prenais un cutter pour enlever le plastique de protection bleu et que je déroule ma membrane à osmose inverse, j'aperçois comme des petits trous qui sont de la taille de 10 millions de fois plus petits qu'un millimètre. On est au niveau de l'atome, 10 millions de fois plus petit qu'un millimètre. Et le principe est assez simple. L'eau va passer par des préfiltres de protection, notamment un filtre à sédimentation. C'est souvent pour retenir les traces de sédiments, donc l'argile, les limons, le grain de sable, des éléments qui sont libérés par les canalisations, qu'on peut retrouver dans l'eau, ou notamment qu'on peut avoir aussi sur l'eau du robinet lorsqu'il y a des travaux. Voilà. Donc ça, c'est important de les piéger, parce que c'est des éléments qui peuvent endommager la membrane. Donc il y a un filtre à sédiments. Et puis, alors un ou deux, d'ailleurs ça dépend. Et puis après, on peut avoir un ou deux filtres à charbon actif pour retenir essentiellement le goût et les odeurs. Parce que le chlore, c'est quelque chose qui est très compliqué à éliminer, enfin le goût. Et le charbon actif travaille bien à ce niveau. Et puis ensuite, l'eau va arriver sur cette membrane. Alors il faut imaginer, cette membrane, elle est dans un porte-membrane. Donc c'est quelque chose de fermé, encapsulé, où vous avez une arrivée et deux sorties. Donc l'eau arrive avec une pression assez importante sur la membrane. Et puis l'eau va devoir, pour pouvoir sortir sur la partie basse du porte-membrane, l'eau va devoir, à deux solutions. Soit elle traverse les couches successives de la membrane et elle sort par le centre. Et donc là, on a l'eau qu'on va boire et cuisiner, une eau osmosée. Ou alors, elle passe simplement par ruissellement sur les couches de membrane. Et à ce moment-là, elle ressort par un deuxième orifice qui est volontairement placé dans le bas du porte-membrane, qui permet d'évacuer ce qu'on appelle une eau de rinçage. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on fabrique de l'eau osmosée, on a une eau qui auto-rince la membrane et qui élimine tous les éléments indésirables qui vont être piégés par la membrane et qui seront éliminés donc à l'égout. C'est ce qu'on appelle une eau de rinçage. Je vous montre là donc un petit tableau qui s'appelle le tableau des principaux polluants de l'eau et des techniques de filtration. Alors vous avez en haut, c'était pas exhaustive, mais vous allez retrouver, vous avez des macro-particules, des micro-particules, jusqu'aux ions. Et puis après, vous avez une liste de polluants. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais vous allez retrouver des pollens, des cheveux, des cryptosporidium, des bactéries, des algues, des colloïdes, pesticides, herbicides. Si on avait voulu situer les antibiotiques, les nanoparticules, c'est pratiquement au même niveau, donc pesticides et herbicides. Et puis vous avez des sels dissous, des métaux dissous, des substances radioactives. Et là, on arrive au niveau de 1 angstrom, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et il faut retenir que la molécule d'eau, on a pour habitude de dire que c'est une petite tête de Mickey avec son atome d'oxygène et ses deux atomes d'hydrogène. Eh bien, cette molécule d'eau, qui a une forme sphérique, finalement, a une taille moléculaire entre 1,2 et 1,3 angstrom. Donc ça veut dire que l'eau est juste avant la membrane. Voilà, ça veut dire que l'eau est même plus gros que les pores de la membrane. Alors on voit bien dans ce tableau, lorsque les stations de traitement viennent à filtrer l'eau avant de les distribuer, font forcément ce qu'on appelle de la filtration. Et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec la carafe filtrante ou les filtres à charbon actif, avec certains éléments qui vont venir se coller, mais avec des relargages séquentiels. Après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle de la microfiltration, c'est du charbon actif avec de la céramique, qui est surtout intéressant lorsqu'on a des eaux qui sont notamment en voyage ou dans certains pays où on a des problèmes de bactéries. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle deux techniques de filtration sur membrane qui sont la nanofiltration ou l'osmose inverse. Et l'osmose inverse qui va pratiquement éliminer tout ce qu'on peut trouver dans l'eau. Voilà. Donc là, on n'est pas en train de se poser la question de savoir si ça marche ou ça ne marche pas. La filtration par osmose inverse, c'est une filtration mécanique. Voilà. C'est par rapport à la taille des polluants qu'on sait que ces éléments vont être éliminés de l'eau. Je vous ai dit tout à l'heure, la molécule d'eau est un tout petit peu plus gros que les pores de la membrane.
Ça veut dire que la molécule d'eau, lorsqu'elle va passer à travers cette membrane, donc on la force à passer à travers cette membrane sous pression. Donc cette molécule d'eau va se déstructurer, ça veut dire qu'elle va se déformer. Alors il y a des gens certains, peut-être même d'entre vous, qui ont entendu parler de ces notions, une eau donc déstructurée, une eau morte, dévitalisée. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à mettre des mots justes, finalement, sur des éléments qui sont tellement petits, on est dans l'invisible, hein, et puis on est plutôt dans une approche physique de l'eau. Et c'est là, nous, Nataris, on s'est intéressé à cette notion de vitalité, cette approche physique de l'eau. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'osmose inverse, c'est un procédé qui permet d'obtenir vraiment une eau de qualité idéale, hein, puisque tout en éliminant de 85 jusqu'à 100% de certains éléments néfastes présents dans l'eau, on va obtenir une eau faiblement minéralisée, qui souvent aura une minéralité comprise entre 15 et 50 mg. Voilà. Et ce qui est très bien si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à cette notion de résidu à sec. Et la deuxième partie chez Nataris, c'était de se dire, on va essayer de mettre au point un procédé, une technologie qui pourrait redonner, on va dire, cet angle électromagnétique de base à l'eau, les propriétés que l'eau a dans son milieu naturelle lorsqu'elle sort du griffon, hein, ce qu'on appelle le griffon, la source à la montagne ou dans la roche qu'on a tous pu voir lorsqu'on fait de la randonnée en montagne. Alors pour ça, on s'est intéressé à ce qu'on appelle les propriétés de la pluie d'orage. Une pluie d'orage, c'est quoi? C'est souvent, alors maintenant il y en a un peu toute l'année, mais c'est souvent en période estivale. C'est souvent pendant des périodes sèches, chaudes. Donc vous avez les pelouses qui grillent, les prairies, pareil, l'herbe est grillée. Même les potagers, dans votre potager, si vous en avez un, on s'aperçoit que les légumes poussent beaucoup moins bien, malgré le fait qu'on puisse apporter de l'eau en grande quantité avec des arrosoirs ou d'autres systèmes. Et finalement, la pluie d'orage va apporter une vraie différence. Alors, une pluie d'orage, ça commence de la manière suivante. C'est déjà des éclairs, hein, donc du tonnerre, dans l'atmosphère. Donc, c'est des arcs électriques. Ça veut dire qu'en très très grande quantité dans l'atmosphère, vous avez des quantités de fréquences électriques. Et puis, vous allez avoir l'eau qui va tomber, qui va se former et qui va tomber sur le sol. Et donc cette eau va capter toutes les fréquences qui sont dans l'atmosphère. Et même s'il tombe que seulement 15 ou 20 mm d'eau, ce qui est beaucoup, mais peu au regard de ce qu'on aurait pu apporter les uns les autres avec des arrosoirs ou un système d'arrosage sur les légumes ou sur les prairies, eh bien bizarrement, 2-3 jours après ou 3-4 jours après, les prairies reverdissent, les pelouses, c'est pareil. Les légumes, c'est encore plus net. Si vous avez des légumes tels que des salades ou des tomates, c'est vraiment des légumes le lendemain ou quelques heures après. Les salades, elles ont pas doublé de volume, mais presque. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Finalement, c'est pas qu'une question de quantité d'eau, mais c'est une question d'information que l'eau a captée et a transmis à la plante. Eh bien, chez Nataris, on a exactement fait la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé à ces notions de fréquence. Et on a réussi à mettre au point un procédé qui permet de ce qu'on appelle de capter des fréquences de vie. Alors c'est des fréquences, on sait aujourd'hui mettre un mot sur ces fréquences, ça c'est ce qu'on appelle des fréquences cosmiques. C'est des fréquences qui nous proviennent des astres lointains, hein, donc de la Lune, du Soleil, des systèmes planétaires. On est en permanence bombardé par des ondes de grande quantité, en grande quantité et variées, des ondes électromagnétiques, cosmiques, telluriques, infrarouges, gamma. Et nous, on s'est intéressé vraiment à la fréquence à ces ondes cosmiques. Voilà, donc on a un dispositif qui permet de capter ces fréquences, de les purifier, de les amplifier, de les transmettre à l'eau, qu'on appelle l'eau H d'origine, qui est une eau qui finalement découle de cette association de filtration osmose inverse avec la revitalisation. Donc la filtration permet d'éliminer, on a vu tout à l'heure, une très très grande partie des polluants. Et ce procédé de revitalisation, qui est une technologie Nataris qui est industrialisée en France, où on travaille aussi en collaboration avec un ESAT, permet de travailler sur la structure de la molécule d'eau. Alors j'aime bien en parler différemment en disant qu'on associe finalement la pureté à la vitalité. C'est vrai que c'est important aussi de parler de l'eau et notamment de la revitalisation, peut-être avec une approche un peu plus scientifique. Donc pour ça, comme on a un projet qui est ambitieux chez Nataris, on a financé en 2015 une étude à l'INSERM de Montpellier, donc une étude qui a duré 18 mois, 3 fois 6 mois exactement, en se disant si la première fois ça marche, c'est peut-être de la chance, la deuxième aussi, mais la troisième, c'est plus de la chance.
Et donc on connaît tous l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc c'est un institut public en France qui est très renommé. On a donc financé cette recherche à l'INSERM avec le soutien de la de la BPI, la Banque publique d'investissement des Pays de Loire. Et finalement, on a travaillé de la manière suivante. Donc on a mis ensemble avec l'INSERM, un de nos associés qui est docteur en chimie, donc on a finalisé un protocole de recherche. Et l'idée était la suivante, c'était de tester l'incidence de la consommation de l'eau d'origine sur des rats de laboratoire avec une étude étudiant ce qu'on appelle le syndrome métabolique, autrement dit la prise de surpoids liée à la malbouffe. Donc il y avait différents lots de rats de laboratoire, un lot témoin avec une nourriture on va dire entièrement végétale et puis de l'eau du robinet qui était le lot témoin, et puis après 3 lots différents où ces lots avaient tous une nourriture type cafétéria, chips, soda, cacahuètes. Et pour un premier lot de l'eau du robinet, de l'eau osmosée ou de l'eau d'origine, hein, donc de l'eau filtrée par osmose et revitalisée. Donc 3 fois de suite, ces opérations ces tests sont effectués. Et puis finalement, les 11 scientifiques qui ont travaillé sur le sujet ont mis en évidence, ils ont démontré que dans les 2 derniers lots, donc les lots qui consommaient de l'eau osmosée et de l'eau osmosée revitalisée, on avait des foies moins altérés, donc moins de fibrose et moins de ce qu'on appelle d'accumulation de lipides, moins d'ostéatose. Et dans les 3 derniers, dans le dernier lot, donc l'eau filtrée et revitalisée, avec une meilleure régulation de la glycémie, une meilleure réponse à l'insuline et une meilleure régulation des lipides. Maintenant, ce qui est important et ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que cette étude elle nous permet véritablement, puisque ça a été validé par l'INSERM, elle nous permet de valider notre procédé, le choix de notre procédé de revitalisation, on le voit bien avec le premier point, et puis ça a permis d'objectiver le procédé de revitalisation. Alors on n'a pas les explications, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on constate. Voilà, et ça c'est important. Alors malheureusement, aujourd'hui la réglementation européenne nous interdit de communiquer sur cette étude, parce que l'on voit bien que c'est pratiquement des allégations de santé. Voilà, donc on n'a pas le droit de communiquer sur cette étude à des fins commerciales, mais on en parle toujours pour pouvoir informer et puis éveiller la curiosité de chacun. Voilà. Mais ça, c'est important. Alors finalement, Nataris va vous proposer différents équipements pour vous à domicile, pour que vous puissiez avoir cette eau filtrée revitalisée de grande qualité. Hein, on l'a vu, c'est une eau vraiment unique. C'est une eau... souvent, je fais la remarque, on a beaucoup de nos clients qui nous disent « mais les enfants ne veulent plus boire que cette eau ». Alors pour ça, on a 3 équipements. Le premier, c'est la fontaine Iona. La fontaine Iona, alors c'est 3 équipements qu'on propose même à la vente ou en location. Voilà. La location, l'avantage, j'en parle juste avant d'expliquer les 3 produits, c'est que ça permet finalement pour un effort financier qui va être comparable à celui que vous avez au quotidien pour acheter des bouteilles d'eau, de pouvoir facilement en faire l'acquisition. Voilà, donc ça c'est important. Alors, l'Iona, c'est un produit nomade, c'est-à-dire que c'est une fontaine qu'on peut transporter dans nos déplacements. Voilà, elle n'est pas connectée directement à une arrivée d'eau. La seule chose dont on a besoin, c'est une prise électrique. Et puis après, il y a un bac sur la partie basse de la fontaine. Donc, on tire, qu'on remplit de 4 litres d'eau et vous mettez 4 litres d'eau à fabriquer. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous donner un ratio sur l'eau osmosée et l'eau de rinçage. En moyenne, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des équipements pour particuliers, pour fabriquer 1 litre d'eau osmosée, on utilise entre 2 à 4 litres d'eau. Voilà. Finalement, ça va dépendre de la manière dont l'appareil a été assemblé. Est-ce qu'il y a une pompe électrique ou pas? Est-ce qu'il y a des réservoirs pressurisés ou pas? Mais c'est ce qu'il faut retenir. Souvent, il y a des gens qui disent « mais c'est bien, vous filtrez l'eau, par contre, vous surconsommez de l'eau ». C'est vrai. Maintenant, il faut prendre du recul aussi. C'est ce qu'on appelle la notion d'eau virtuelle, l'eau qui est utilisée pour tout ce qu'on fait dans notre quotidien, pour s'alimenter, pour s'habiller, pour vivre, pour construire des habitats. On a toujours besoin d'eau. Voilà. Pour 1 kilo de riz, c'est à peu près 70 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de viande rouge, c'est beaucoup plus, c'est plusieurs milliers de litres d'eau.
Donc on voit bien que c'est pas si simple que ça, et il faut prendre un petit peu de recul. Voilà. Est-ce que pour notre quotidien, notre organisme, est-ce qu'on n'est pas capable de surconsommer un petit peu plus d'eau? Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on va voir les choses. Ensuite, vous avez un deuxième équipement qui s'appelle le Mascardi. Le Mascardi, donc, c'est un équipement qui va s'installer en fixe avec un petit robinet qui sera positionné à côté de l'évier de la cuisine, puisque c'est là qu'on a l'habitude de remplir les casseroles, les bouteilles. Donc on positionne un petit robinet et sous l'évier ou déporté à 50 cm, 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres, on a toujours des possibilités. On va positionner l'ensemble filtration et stockage d'eau qui sera directement relié à l'arrivée d'eau et qui sera complètement autonome. La seule chose qu'on ait à faire, c'est juste d'actionner le petit robinet qui se place donc sur le rebord de l'évier et qui va permettre d'avoir à volonté de l'eau filtrée et revitalisée. Donc ça, c'est un produit qui est vraiment qui est très, très pratique, très robuste et qui convient très bien pour une famille de jusqu'à 4 personnes sans aucun problème. Voilà. Alors le troisième équipement que Nataris propose, c'est l'osmotique. Alors c'est notre produit phare, hein, c'est le produit qu'on installe le plus souvent chez les particuliers. C'est un équipement qui présente de nombreux avantages. Déjà, il y a un débit très confortable. On installe un petit robinet donc, sur le rebord de l'évier. On a un débit de 3,5 litres pour vous donner 3,5 litres par minute. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous ouvrez votre robinet mitigeur de la cuisine, on est proche des 6-7 litres. Donc là, on a un débit qui est quand même très confortable. C'est un équipement qui va se positionner comme le Mascardi sous le plan de travail ou déporté ou dans l'arrière-cuisine. Après, il suffit juste de faire passer des petits tuyaux souples et d'avoir les prises électriques qui conviennent. On a un système anti-débordement, donc anti-fuite dans l'appareil. On a un contrôle de la qualité de l'eau avec une petite carte électronique, voilà, et qui permet de nous avertir s'il y a une détérioration de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une cuve de stockage qui est non pressurisée avec une petite lampe ultraviolet, ce qui fait qu'on garantit une qualité bactérienne qui est produite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a toujours aussi un auto-rinçage de la membrane, même lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, ce qui veut dire qu'on a toujours une membrane qui est vraiment rincée et qui va pleinement remplir son rôle pour avoir une eau filtrée la moins minéralisée possible. Voilà. Nous, on se charge de faire la maintenance, on fait une maintenance annuelle sur l'ensemble de nos équipements. Voilà, et c'est une prestation qui permet de contrôler la qualité de l'eau, de contrôler le fonctionnement de tous les éléments, les modules de filtration, et puis de changer les filtres. Voilà. Et puis une membrane à osmose inverse, c'est une membrane qui se change à peu près tous les 5 ans. Voilà. On est sur un forfait à l'année qui est entre 198 et 220 € pour la maintenance annuelle de ces équipements-là. Alors juste pour vous montrer une petite expérience qu'on a fait tout à l'heure, j'ai utilisé un appareil, donc le précipitateur. C'est un appareil qui permet de mettre en évidence la quantité d'éléments, on va dire de résidus à sec dans l'eau, les différentes eaux qu'on peut utiliser. Donc là j'ai pris dans le premier verre de l'eau d'un de nos appareils, l'osmotique, une eau faiblement minéralisée, et puis j'ai pris dans le deuxième de l'eau du réseau, donc l'eau du réseau qui a sa minéralité. En l'occurrence ici on était à une minéralité de 234 mg, ce qui n'est pas tellement élevé finalement, hein. Il y a des eaux qui sont bien plus. Et donc on a laissé agir le précipitateur, et avec une réaction avec chacune des deux électrodes en fer, on précipite tout ce qui n'est pas eau dans le verre. Donc on voit bien que sur l'eau filtrée par osmose et revitalisée, on a un dépôt qui est très faible, voilà, mais qui correspond aux traces de minéraux qui sont encore présents dans l'eau. Donc c'est une eau, on voit bien que c'est une eau peu minéralisée. Et à l'inverse, on voit bien que l'eau du réseau, là, il y a un dépôt qui est beaucoup plus important. Moi, j'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations donc voilà, sur les différentes solutions qui s'offraient pour avoir une eau de bonne qualité à la maison, en comparaison avec l'eau du robinet ou l'eau en bouteille et la carafe filtrante. Je vous invite à aller sur nos sites internet, nataris ou h-d'origine.com. Puis n'hésitez pas, on est aussi à votre entière disposition pour vous apporter le plus d'éléments
le plus d'informations possible. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Oui, alors l'eau distillée, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose de temps en temps. L'eau distillée, c'est une eau qui est obtenue par distillation. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment H2O, c'est de l'eau pure. Voilà. C'est différent de l'osmose inverse, hein, puisqu'une eau par osmose inverse, c'est une eau qui va avoir un résidu compris entre 15 et 50 mg, et ces quelques milligrammes font toute la différence. Alors l'eau distillée, c'est vrai qu'il y a certains thérapeutes qui la préconisent pour leurs patients. Moi, je m'interroge un petit peu, peut-être un effet sur une courte période, quelques jours, avec un ou deux verres, ou plus suivant ce que chacun recherche. Au-delà, ça me semble un peu risqué. On se constitue de l'eau, que l'on boit et de l'eau alimentaire. Voilà. L'eau qu'on boit, ça peut être le verre d'eau, ça peut être le café, l'infusion. Et l'eau qu'on va alimentaire, ça peut être l'eau du pain, mais ça peut être l'eau qui a servi à cuire le riz, à cuire des pâtes, des légumes. Finalement, on a la même exigence. Voilà. Donc on devrait être aussi exigeant sur l'eau à boire que sur l'eau à cuisiner. Pour le rinçage des légumes, on est plutôt sur une eau de rinçage. Sauf si vraiment on a une eau qui est très très chlorée, auquel cas, moi je conseillerais vraiment de prendre cette eau filtrée, revitalisée pour faire le rinçage des légumes. Bon, si on a une eau qui est très très moyennement chlorée, un simple rinçage suffit, ou alors on peut nettoyer à grande eau les légumes avec l'eau du robinet, et puis on termine par juste un rinçage final avec l'eau filtrée et revitalisée.